Bonjour, je suis Romain, conjoint et veuf de Maeva, alias Mavachou, qui s'est suicidée à cause du harcèlement qu'elle subissait. Bon, on arrête les plaintes à la gendarmerie qui mènent à rien. Non, parce que pour rappel, ça fait quand même 4 plaintes que je dépose à la gendarmerie. Depuis 1 an et demi, ils me persécutent sur les réseaux sociaux. Un jour, il va y avoir un drame. C'est pas faute d'avoir alerté. Bonjour Romain. Bonjour. On vient d'entendre donc des messages que Maëva m'avait envoyés. Je voudrais rebondir sur cette dernière phrase qui moi, m'a aujourd'hui, bien sûr, fait sens et qui m'a beaucoup choqué. Un jour, il va y avoir un drame, c'est pas faute d'avoir prévenu. Effectivement, on est arrivé à ce jour où il y a eu ce drame. Et effectivement, c'est pas faute d'avoir alerté. Il y a eu de nombreuses plaintes, il y a eu une alerte, un signalement qui a été effectué auprès du procureur également par son psychologue. Mais nous, à notre niveau, on n'a jamais été informés de quoi que ce soit, d'une quelconque ouverture d'enquête ou d'une quelconque prise de décision de la justice. Ces vocaux étaient déjà assez criants de vérité, de ce qu'elle subissait, de ce qu'elle devait endurer. Ça a duré quand même plusieurs mois. J'ai vécu avec elle ce que j'ai qualifié moi de descente aux enfers. J'avais espoir qu'elle s'en sorte. Je vais dire que j'étais là aussi pour l'épauler, pour l'aider, pour essayer de l'apaiser. Elle était au bout de sa résilience en fait. Elle avait perdu tout espoir d'amélioration. Même si tu arrives à faire rétablir la vérité, t'en as toujours une partie qui resteront bornées sur leurs avis et qui limite remettront en doute tout ce que tu dis et fais, quoi. Enfin, moi je pense que tu sais de quoi je parle. Sur les réseaux, c'est ultra violent, hein. C'est ultra violent et je pense que toi aussi, plus d'une fois, t'as dû te dire allez merde, je ferme tout et puis sayonara, vous me faites tout chier. C'est humain, hein. T'es humain, je suis humaine. Après, t'as les proches qui te soutiennent, qui peuvent pas forcément comprendre parce qu'ils sont pas visés eux, ils sont extérieurs à ça. Ils savent pas le mal et la destruction que ça peut faire, de se faire salir gratuitement. Mais ils sont là pour te relever et te dire allez, t'es plus fort que ça, allez, bouge-toi là, tu t'en fous de la vie des autres. Mais c'est très compliqué, de s'en foutre complètement. Quand des gens lancent des rumeurs ou des accusations calomnieuses et j'en passe, c'est juste terrible sur les réseaux. T'es quand même sali publiquement avec une trace qui restera indéfiniment. Elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours pour ce qu'elle subissait. Malheureusement, oui, à 2 reprises. 2 fois où, là aussi, ayant appelé les secours, les gendarmes se sont déplacés, donc ils savaient. Donc, à chaque fois, on devait leur expliquer ce qui se passait, que des plaintes avaient été déposées. Vous l'aviez empêché. Alors empêché, oui, parce que il y a eu peut-être des mots, des messages qui m'ont alerté et qui ont fait que je suis revenu à la maison ou que je suis allé chez elle à temps, chose qui n'a malheureusement pas eu lieu ce 22 décembre. Alors après, effectivement, comme je l'ai dit, elle m'a dit je vais fermer les yeux, mais parce qu'elle venait de me dire qu'elle était fatiguée. Donc moi, je lui ai proposé d'aller se reposer. Je lui ai dit qu'elle ne se fasse pas de soucis, que je m'occupais des enfants et qu'elle nous rejoigne quand elle serait réveillée, quoi, quand elle se serait reposée. Et elle m'a répondu oui, je vais aller fermer les yeux. Donc voilà, sur le moment, cette phrase n'avait pas le sens qu'elle peut avoir aujourd'hui. Donc ce 22 décembre, qu'est-ce qui se passe? Pour vous, c'est abominable parce que c'est vous qui allez vous rendre compte en premier de ce drame. C'est ça. Donc après donc ce dernier échange téléphonique avec elle, voilà, j'étais au travail.
Je rentre du travail entre 17h30 et 18h. Et à ce moment-là, je décide d'appeler Maëva pour prendre des nouvelles, savoir si elle a pu se reposer. J'appelle à ce moment-là vers entre 18h et 18h15 peut-être. Et là, j'ai pas de réponse et j'ai un sentiment, une sorte d'angoisse qui arrive. Et à ce moment-là, je décide de me rendre chez elle. Et malheureusement, quand je suis arrivé derrière la baie vitrée, j'ai tout de suite vu et compris ce qui se passait. Donc j'ai immédiatement prévenu les secours. J'ai dû ouvrir la baie vitrée à coup d'épaule. Et j'ai tenté une réanimation, mais qui n'a malheureusement servi à rien. Je me tenais debout, je tremblais, j'étais en état de choc, c'est ça. Ouais, bah, Tout à fait. normal, hein. Je ne sais même pas comment décrire dans quel état d'esprit on peut se trouver. Mais je me suis retrouvé, quand les secours sont arrivés, qu'ils ont pris leur lait, je me suis retrouvé amorphe en fait. La vie s'arrête. Et pour ceux qui restent, on se pose la question aussi de se dire ma vie s'arrête là. Enfin, tout ce que je connaissais jusqu'à aujourd'hui, le quotidien, les projets, n'a plus aucun sens. Il y a plus rien. C'est des images qui vont complètement m'empêcher de dormir sur les premières nuits, jusqu'à ce que je décide de prendre des somnifères. Et c'est des images qui nous hantent et qui reviennent sans cesse. Ce qui est dramatique, c'est que ce jour donc, où a lieu le drame, une plainte venait d'être déposée pour harcèlement. Une énième plainte, parce qu'elle en avait déjà déposé plusieurs auparavant. C'est quelque chose qu'on avait fait ensemble. Donc effectivement, c'est le hasard. C'est fait que le jour même, cette plainte a été déposée. Ce jour-là, Maëva donc s'est sentie très très mal à cause voilà, de nouvelles attaques qu'elle subissait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement ce jour-là avant qu'elle ferme les yeux. Elle a eu une altercation verbale par téléphone et on lui a clairement dit que si les enfants étaient mal, c'était de sa faute, que c'était une mauvaise personne, une personne noire. Comme elle l'expliquait dans la vidéo qu'elle avait publiée, je crois le 15 décembre, c'était quelqu'un à qui on mettait la tête sous l'eau, qui de temps en temps arrivait à ressortir la tête pour prendre une bouffée d'oxygène, et à qui on replongeait à nouveau la tête sous l'eau, sauf que malheureusement c'était la fois de trop, c'est celle où elle s'est noyée en fait. Aujourd'hui, si Maëva est partie, s'il n'est plus parmi nous, c'est à cause de tout ce harcèlement qui était incessant et qu'elle subissait quasi quotidiennement. De lire ou d'entendre que j'ai rien fait, je trouve ça horrible, tellement déplacé. Les gens ne peuvent pas savoir ce qu'on peut faire au quotidien, ce que c'est que de vivre avec quelqu'un qui est en dépression, qui coule. On peut faire énormément de choses, mais si on n'arrive pas à arrêter le mal qui l'atteint, c'est difficilement possible de faire plus. Ces messages qui ont pu être postés sur Twitter sont assez infâmes. J'en ai moi aussi lu me concernant. C'est vrai que je parlais beaucoup avec Maëva. On devait faire une interview d'ailleurs ensemble au sujet de ça. On attendait le bon moment. J'ai reçu aussi pas mal de messages de personnes qui me disaient que je n'avais rien fait, mais à part en fait la soutenir, la guider, lui donner voilà, les bons conseils pour pouvoir combattre tout ça. Vivez ce qu'elle et nous avons vécu sur plusieurs mois. Vivez-le. Vivez avec quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui s'écroule. Vivez-le et faites mieux que nous à ce moment-là. Et Maëva,
essayait d'être la meilleure maman possible pour ses enfants. Elle les aimait, elle avait de l'attention, elle avait un amour énorme pour eux. Et quand on s'attaquait à ça, je pense que c'était quelque chose qui la blessait profondément. Vous avez l'air très ému en parlant du rôle de maman de Maëva. Je crois que c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur de rétablir et surtout d'honorer, parce que ça a trop été souvent sali. C'est ça, c'est quelque chose qui a été tellement violent. Ces attaques sur son rôle, sur la façon dont elle s'occupait des enfants. Je vivais avec elle au quotidien, je vivais avec les enfants au quotidien. Les enfants aimaient leur maman, elle les aimait énormément. Elle a fait énormément pour eux, énormément. C'est terrible de voir aussi sur les réseaux sociaux le jugement que certains peuvent porter sur le fait qu'elle ait abandonné ses enfants. J'ai lu des choses abominables sur certains qui jugeaient cet acte comme terriblement égoïste, tout ça. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que quand on est extrêmement mal, qu'on est harcelé comme ça, on n'a plus la force en fait de penser à quoi que ce soit. Je suis horrifié moi de lire tous les jours encore des commentaires au sujet de cet acte qui finalement ne doit pas être jugé. C'est quelque chose qui est certainement incompréhensible pour certaines personnes. Il faut simplement savoir qu'à ce moment-là, quand une personne fait ça, la seule chose qui compte, c'est arrêter de souffrir. Vous pouvez avoir autour de vous énormément d'amour, d'affection. Ça ne compte pas, puisque même ça ne permettait pas d'apaiser la souffrance. C'est son choix. C'est elle qui a fait son choix. Nous, on n'a pas le choix que d'accepter. Et de me dire que finalement, elle souffre plus de ce mal qui l'a poussée à ça. On va reprendre un petit peu toutes les étapes de votre histoire pour essayer de comprendre les choses, puisque le harcèlement, bien évidemment, fait souffrir une personne qui le subit, mais également son entourage. Je voudrais juste qu'on revienne pour commencer sur votre rencontre, parce que c'est vrai que vous avez été projeté dans un milieu de YouTube, d'influenceurs, de quelque chose qui vous était complètement inconnu. Quand vous avez donc rencontré Maëva, tout ça c'était totalement aux antipodes de ce que vous aviez l'habitude de vivre. Vous êtes, je crois, connu un peu de temps après qu'elle se sépare de son ancien compagnon. Oui, on s'est connus en avril 2020. Je ne connaissais pas ce milieu du tout. Je crois que ce soir-là, pendant cette nuit de la honte, qui est donc une nuit où Maëva et son ancien compagnon règlent leur compte via story interposée, vous n'êtes pas avec elle, vous découvrez ça finalement le lendemain. Tout à fait, oui. Ça s'est déclenché effectivement quand j'étais déjà en train de dormir. Maëva m'a expliqué que c'était parti de messages qui avaient été envoyés par le père de son ex-compagnon à des abonnés pour médire sur elle. Elle a commencé à répondre à ce message en voulant s'expliquer, quoi. Ouais. Et ça a duré, a priori, plusieurs heures durant, avec des stories interposées. J'imaginais pas que ça pouvait prendre une telle ampleur. Elle avait vu mon regard le lendemain, quand j'ai découvert ça, et qu'en fait, malgré le fait qu'on était ensemble que depuis un mois, elle a eu peur de me perdre et qu'elle a compris que ça servait à rien de répliquer. Plus elle aurait répliqué et plus on lui aurait tapé dessus. Oui, bah bien sûr, c'est un engrenage. Hein. C'est ça, je parle de taper dessus. J'emploie des termes forts. Les mots, les attaques, pour moi, c'est aussi violent que des coups. Et c'est pour ça que j'emploie ce terme de taper dessus. Et c'est même plus que violent que des coups, puisque, encore une fois, les réseaux sociaux et ces mots ont tué. C'est ça. Après cette nuit de la honte, c'est un déballage assez horrible hein, qui s'enchaîne tout ça, avec des teams qui se constituent. On a les pros de tel camp, on a les pros de l'autre camp, et on a la création de véritables raids numériques, puisque c'est à partir de ce moment-là
aussi que le harcèlement prend une toute autre comment dire, importance avec des groupes de personnes sur les réseaux sociaux qui commencent donc à harceler Maëva. C'est exactement le terme, des raids numériques, des messages d'insultes, de provocation, de dénigrement. La garde des enfants, au tout départ, c'est une garde alternée. Et à un moment donné, il va y avoir une demande donc de son ancien compagnon, c'est ça, d'obtenir la garde exclusive. Tout à fait. C'est une demande qui est faite au mois de février, à laquelle, à ce moment-là, Maëva est prête à répondre favorablement, mais tout en appuyant sur le fait que ce serait le choix des enfants. Elle ne prendra aucune décision sans avoir demandé l'avis à ses enfants. Elle l'a toujours dit, elle me le répétait quotidiennement. Pour elle, c'était pas une guerre d'ego. C'était plus le bien-être de ses enfants. Tout à fait, tout à fait. Et ces enfants ne sont pas d'accord. Ils sont en garde alternée. C'est quelque chose qu'ils aimeraient maintenir. C'est ça qu'ils demandent, voir autant papa que maman. Et donc, à ce moment-là, Maëva suit le souhait de ses enfants et refuse de signer cet accord, en fait. Mais après avoir quand même hésité, je crois que vous l'avez quand même, comment dire, un petit peu poussé à la réflexion. Et puis je crois qu'à ce moment-là, elle vous dit quelque chose où vous comprenez qu'en réalité, elle est à deux doigts de céder et d'accorder cette garde exclusive. C'est ça. Alors, ça, ce sont des paroles qu'elle a eues. Et je revois encore son visage me dire ça. Elle me dit, Romain, si je refuse, tu sais pas de quoi il est capable. J'ai l'impression qu'elle a juste peur. Oui, elle ressent une certaine forme de pression et qu'elle sait que si elle refuse, elle va vivre des moments pas très agréables. C'est ça. Et en tout cas, c'est ce qu'elle pense qui arriverait. C'est ce qu'elle pense qui arriverait et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. C'est le point de départ, j'ai l'impression, d'un harcèlement qui va conduire à la fin de tout, finalement. De terribles accusations sont portées à l'égard de Maëva, mais aussi à votre égard, en fait, même, principalement, finalement. Des accusations terribles de pédophilie. Donc ça commence à tourner sur les réseaux sociaux, des sous-entendus sont faits dans des stories, dans des vidéos YouTube, et puis finalement vous vous retrouvez du jour au lendemain à être mélangé à toutes ces histoires dans ce milieu d'influenceurs que vous connaissiez pas, avec des accusations gravissimes. D'où partent ces accusations d'attouchement sur enfants, de pédophilie. Elles partent d'un fait qui n'avait rien à voir avec des attouchements ou de la pédophilie. Ça provient d'un jouet, d'un appareil photo numérique que j'avais offert aux enfants, un tout petit truc pour qu'ils s'amusent et avec lequel deux des enfants les plus jeunes on fait des photos l'un et l'autre de leur corps. C'est quelques heures après qu'ils aient fait ça qu'on l'a découvert sur cet appareil photo. Et je le répète, c'était un jouet. Et donc Maëva et moi avons pris le temps de leur expliquer que c'était des choses qui ne se faisaient pas. On a confisqué l'appareil photo, on a supprimé ces photos. Et voilà, on a vraiment pris le temps de leur expliquer. Et pour nous, voilà, c'était un incident qui était à résoudre dans le cercle privé, quoi. Et c'est quelque chose qui a été rapporté par les enfants. Et en plus de ça, un autre fait pour lequel nous n'étions pas au courant, qui aurait été également rapporté par les enfants, c'est qu'il y aurait eu des bisous et j'aime pas l'expression, mais ce qu'on appelle du touche-pipi qui se serait passé.
Et ça c'est son ex-compagnon qui lui en parle. Bon, avec pas mal de véhémence quand il lui a expliqué, mais Elle tombe des nues à ce moment-là, Maëva. Je me souviens qu'elle m'en avait ah, parlé. mais Elle était. tout à fait, mais moi, puisqu'on n'était pas au courant, donc pour nous, on avait fait le nécessaire. Alors c'est vrai que quand on apprend ça, ben, l'un et l'autre, on se pose des questions et on demande un avis par téléphone à un psychologue qui nous répond que effectivement, il ne faut pas laisser ces choses non plus continuer. Il faut expliquer aux enfants ce qui se passe, ce que ça implique, mais que pour des enfants de 5 et 6 ans, c'est quelque chose qui n'est pas anormal. C'est leur façon de découvrir leur corps, en fait. Et de tout ça découlent des vidéos, des stories dans lesquelles on parle de danger immédiat pour les enfants, possiblement de violence. Le terme attouchement est employé sans préciser le contexte. Ça crée quelque chose d'horrible. C'est tout un amalgame de tout ça qui fait que on va être appelé et comparé à Fourniret et Badawi. Maëva reçoit des messages d'insultes en disant qu'elle protège un pédophile, un violeur, un pointeur, qu'elle-même est une mère maltraitante, qu'on devrait lui retirer purement et simplement ses enfants et son autorité parentale. Donc ça, c'est ce qui se répand sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais ça part d'où, en fait? Parce qu'entre l'histoire que vous venez de me raconter et ces accusations-là, il y a quand même un monde. Comment est alimentée cette polémique pour qu'elle éclate comme ça sur les réseaux sociaux? C'est pas compliqué. C'est des vidéos qui sont publiées sur YouTube et sur Instagram par son ex-compagnon. Donc à partir de ce moment-là, Maëva et moi-même, on se retrouve accusés de choses ignobles sur les réseaux sociaux. Il a parlé d'attouchement sexuel et de violence, mais il n'y a il n'y a jamais eu aucune trace, ni coup porté, ni même une fessée chez moi. Il essaie juste d'obtenir la garde, en fait. Et il a parlé d'attouchement sexuel sur la place publique. Je trouve ça immonde vis-à-vis de mes enfants. Immonde. Parce qu'en fait, les gens ont tous pris attouchement sexuel, ça vient forcément d'un adulte. Donc moi ou mon conjoint. Et surtout que monsieur en face likait les commentaires qui parlaient d'inceste pour te lancer des fausses rumeurs et tout. Mais lui, il n'a pas fait de démenti et il a alimenté la fausse rumeur que ça pouvait être, selon ce que les gens ont pensé, moi et mon conjoint. Donc du coup, on se fait traiter de pédophile alors qu'en fait, ça s'est passé entre les enfants et que ça aurait de toute façon jamais dû se retrouver sur la place publique. Merci à mon ex-mari qui paye la honte à mes enfants et ça laissera des traces sur des années qu'il s'est passé un truc sur les réseaux grâce à lui, quoi. C'est un monstre. Un fameux matin où on est au lit et on se fait réveiller par la gendarmerie qui arrive à la maison à 8h du matin où il nous demande, suite à une plainte, de pouvoir rentrer avec notre accord dans la maison. En plus de cette visite du logement, on me demande si on peut vérifier les photos présentes sur mon téléphone portable. Donc là, je comprends... Tout de suite? Oui, tout de suite, qu'à demi-mot, on me dit on va vérifier qu'il n'y a pas de photos compromettantes, que possiblement de photos pédopornographiques. Donc je leur laisse mon téléphone. Ils nous demandent pour prendre nos ordinateurs. Donc, celui de Maëva et le mien. On savait l'un et l'autre que
finalement, on n'avait rien à se reprocher, donc ils sont repartis avec ces ordinateurs. C'est une spirale dans laquelle on tombe, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient très compliqué entre Maëva et son ancien compagnon. Je crois que Maëva, pendant un certain moment, ne voit plus ses enfants par rapport à toutes ces histoires qui sont évidemment extrêmement, commentées sur les réseaux sociaux. S'instaure une vraie psychose. Tout à fait. Donc, elle ne va plus voir ses enfants pendant 3 semaines. Oh, mais pourquoi? Sous prétexte qu'une mesure de protection aurait été mise en place par les autorités compétentes et qu'un document devait parvenir à Maëva pour prouver cette mesure de protection. Et ce document n'est jamais à l'heure actuelle jamais arrivé. D'accord. On parle quand même de près d'1 an. D'accord. Et en plus de ça, les enfants sont déscolarisés durant 1 semaine. Sans qu'elle ne puisse rien faire. Et elle va aller, au bout de 3 semaines, elle va aller rechercher les enfants à la sortie d'école sur sa semaine, légalement, sur sa semaine de garde. Et donc, s'ensuit une dispute devant l'école, avec la présence de la mairie, je crois de la police municipale ou de la gendarmerie, où en fait, eux sont totalement désemparés face à ça, et où ils appellent une assistante sociale pour demander ce qu'ils doivent faire. Et elle confirme que c'est à Maëva de reprendre les enfants. Il a osé me priver de mes enfants, ne plus me les rendre. J'ai dû déposer plainte pour non-présentation d'enfants à la gendarmerie parce qu'il me les rendait plus. Il les a retirés de l'école pendant 1 semaine, arbitrairement comme ça, et il les a remis parce que la gendarmerie lui a mis une dose. Il savait que s'il les remettait à l'école, j'aurais mon droit, ça aurait été mon droit de les récupérer à la sortie. Il s'est approprié nos enfants et le but c'est de m'éjecter et que ça soit lui et sa compagne et la compagne, la nouvelle mère. Il l'a clairement fait comprendre sur les réseaux. Quand quelqu'un a dit on n'exclut pas une mère comme ça, ça reste leur mère, il a répondu quoi? Ils ont un papa et une belle maman qui les aiment comme si c'était ses enfants. C'est ce soir-là où des stories de son ex-compagnon sont publiées sur son compte Instagram et où il parle très clairement d'attouchement. Donc là, vous êtes de nouveau visé. Là, on est de nouveau et clairement visé par ce terme, attouchement. Sous certaines vidéos, sous certains posts, on commence à voir que des gens parlent d'attouchement de ma part. Des gens qui disent « je n'ose imaginer, je crois comprendre ce qu'il se passe ». Pauvres enfants. Ce terme attouchement est très connoté. Voilà, c'est ça, connoté, et les gens le commentent, les gens se font leur propre opinion, et lui like ses commentaires. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de confirmation. C'est même pas des commentaires qui auraient pu être, c'est des commentaires qui auraient pu être modérés, supprimés. Mais non, c'est totalement l'inverse qui se produit, c'est des likes. Donc le fait de liker, c'est presque confirmer ce que ces gens écrivent. Il y a des messages de sa part qui disent on fait tout pour protéger les enfants, vous n'imaginez pas ce qu'ils peuvent vivre. Donc en fait, ça rajoute encore de l'huile sur le feu qui est déjà, c'est même plus un feu, c'est déjà un incendie. Et donc, à partir de là, c'est une escalade de violence verbale, en fait, qu'on doit subir. Des montages photos de l'un et l'autre, de Maëva dans un cercueil. On vient lui écrire qu'elle mériterait de mourir. On vient lui écrire qu'elle mériterait de perdre ses enfants, de ne plus jamais pouvoir les approcher.
on n'imagine même pas un dixième de l'envers de tout ça. Je me souviens que moi, j'ai essayé à un moment donné, avec Maëva, je voulais lui organiser un reportage, des retrouvailles avec son ex-compagnon pour essayer d'apaiser les choses et arranger, on va dire, leur relation. Et je me souviens qu'elle avait refusé parce qu'elle m'avait dit à ce moment-là que la seule chose qu'elle aurait aimé, c'est que les accusations donc vous concernant vous soient démenties. C'est tout ce qu'elle demandait et ça n'a jamais été fait. Par son ancien compagnon. Une publication, une communication sur le fait qu'effectivement, vous n'aviez rien à voir là-dedans. Et ça, c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et je pense que jusqu'à la fin, Maëva a énormément souffert du fait que la vérité n'ait jamais été rétablie ou en tout cas précisée. C'est ça. La réconciliation, là, ça serait très compliqué. La seule chose qui ferait qu'il y aurait une possible réconciliation, et encore, je me ferais pas non plus des bouffes avec, ça serait qu'il fasse un démenti public et des excuses. Ce qu'il ne fera jamais, parce qu'il n'admettra pas qu'il a menti. Parce que c'est ce qu'il cherchait à détruire. C'est impardonnable. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Les rumeurs qu'il a lancées sur moi, sur mon conjoint, mais c'est dégueulasse, c'est immonde. Il mérite juste de disparaître des réseaux, c'est tout. Parce que c'est ce qu'il a essayé de faire le buzz, du drama sur moi, sur la mère de ses enfants, sur la femme qui a partagé la moitié de sa vie. Ça l'a blessé que je puisse être mêlé et subir tout ça. Et elle me l'a encore dit dans la journée avant le drame. Et effectivement, en privé, c'était ce qu'elle demandait. Bien au-delà du cyberharcèlement, ce que les gens ont aussi du mal à comprendre, j'ai l'impression aujourd'hui, c'est que le cyberharcèlement se poursuit dans la vie réelle. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Maëva et vous, puisque vous avez eu carrément des personnes qui ont commencé à zoner autour de chez vous, à prendre des photos devant, c'est ça le lieu où vous habitez. On a eu des photos de notre rue, des véhicules garés devant le domicile qui ont été publiés, partagés sur Twitter. Je suis harcelée comme si j'avais 1 million ou 2 millions d'abonnés. Je subis la même chose alors que j'ai pas le nombre d'abonnés pour ça. Enfin, c'est terrible. On prend en photo dans la rue, on prend en photo devant chez moi. On prend en photo des voitures similaires à la mienne en disant « Regardez comme elle s'est garée comme la reine des connasses », alors que c'est même pas moi. C'est terrible, je te jure. Je suis depuis plus d'1 an avec quelqu'un. À la base, j'avais fait le choix de ne pas l'exposer. On m'y a obligé parce que des gens sont venus prendre au milieu de la nuit, à l'intérieur de la cour de ma maison, la camionnette de mon conjoint. Et le problème, c'est que c'était la camionnette de son boulot, de l'entreprise familiale, et l'entreprise familiale porte son nom de famille. Non, mais c'est pour te dire, c'est horrible. C'est à ce moment-là que, effectivement, il y a cette peur réellement qui commence à me gagner, dans le sens où on parle quand même de nous comme possiblement des pédocriminels. Et je me dis, mais le moindre abruti qui est un peu chaud, Ouais. il va débarquer devant chez nous, Ouais. pour nous foutre un coup de couteau, pour nous foutre une balle, pour nous défoncer Bien sûr. la gueule, pour parler poliment. Ça attire des gens extrêmement déséquilibrés, forcément. C'est ça. Donc c'est à ce moment-là où on se dit, mais dans quelle merde on se trouve? On en devient complètement parano. Même dans le quotidien, ces attaques, ces accusations viennent jouer, entre guillemets, les troubles faits. Moi, personnellement, j'en suis venu à ne plus aider les enfants, surtout un des enfants qui avait encore besoin d'aide aux toilettes. Je ne le fais plus. Si Maëva doit aller faire des courses, elle part avec. Parce que je me dis, mais à un moment donné, même ça,
on va me dire que c'est des attouchements. J'apprends aussi par la suite qu'on demande des documents, des attestations compromettantes à mon encontre, à mon ex-femme, chose qu'elle a refusé de faire. Mais on est dans une spirale, on est dans quelque chose qui est dingue en fait. À partir de ce moment-là, de toutes ces accusations infâmes, Maëva décide d'arrêter donc de montrer ses enfants sur ses réseaux sociaux. Elle supprime des centaines de vidéos de sa chaîne YouTube où ils apparaissent et voilà, elle prend la décision qu'ils ne seront plus jamais montrés sur ses réseaux sociaux et elle aimerait que son ancien compagnon fasse de même. Tout à fait. Mais il ne le fait pas. Non. Moi, j'ai pris la décision de ne plus montrer mes enfants. En fait, il a commencé à y avoir ce qu'il n'y avait jamais eu, des propos pédophiles sur ma grande de 11 ans, avec des comptes qui ont été créés à usurpation d'identité de ma fille, avec nom, prénom, la totale, et des trucs vraiment dégueulasses. Donc moi, j'ai décidé de déposer une plainte et de retirer immédiatement les enfants de l'ensemble de mes réseaux, donc photos, vidéos. J'ai supprimé plus de 600 vidéos, donc j'ai perdu énormément de revenus parce que les vidéos continuent à tourner. Je ne vais pas te la prendre, hein, même plusieurs mois ou années après. Et lui, par contre, il a continué sur Exposition et il a dit clairement que les enfants, c'était ses outils et que ça fonctionnait mieux, les vidéos, quand il y avait les outils, quoi. Je te jure, il a dit ça. J'ai l'extrait, hein. Donc je vais devoir l'attaquer en civil pour qu'il retire toutes les vidéos les concernant et les photos. Alors effectivement, Maëva a pris cette décision suite à des propos ignobles concernant sa fille, la plus grande, où des pseudo-comptes usurpent son identité en prenant une photo de sa fille, en parlant d'elle avec des termes ignobles, mais je ne sais même pas si un terme serait assez fort pour parler de ça, des propos pédopornographiques, où on parle quand même de la sexualité d'une gamine de 11 ans. Je n'imaginais même pas que l'être humain pouvait être aussi horrible. Ce qui est terrible dans l'histoire de Maëva, c'est que en subissant ce harcèlement, elle va petit à petit se couper de tout le monde finalement, puisque pour avoir discuté avec d'autres influenceuses mamans avec qui elle était amie, ces influenceuses mamans-là arrivent à un stade où elles n'assument plus d'être amies avec Maëva parce que Maëva est assimilée à trop de polémiques, trop d'accusations et petit à petit, les gens vont lâcher Maëva parce que les gens en ont marre de se faire harceler à leur tour, en ont marre sous leur publication d'avoir des commentaires qui leur reprochent d'être amis avec Maëva. Les marques aussi, face à toutes ces polémiques, vont lâcher Maëva et j'en sais quelque chose puisque j'ai discuté avec plusieurs marques qui m'ont confié avoir dû arrêter les contrats qu'elles avaient avec Maëva à cause de la horde de haters qui les contactaient à chaque fois en leur disant « c'est une honte, je n'achèterai plus jamais de produits de votre marque parce que vous travaillez avec Mavachou ». Et j'ai réellement des marques qui m'ont confirmé avoir mis un terme au contrat pour ne pas trop se mouiller et puis pour protéger évidemment leur image de marque. Il y a à peu près 2 ans et demi, pendant 1 ou 2 mois, les personnes, c'est toujours Twitter, hein. C'est le repère des haineux, je vais pas te l'apprendre. Ils se sont amusés à contacter toutes les marques avec qui je travaillais à chaque fois. Mais là, ça recommence depuis 3 semaines, 1 mois. Voilà, donc j'attends patiemment qu'ils arrêtent, comme il y a 2 ans et demi. Donc maintenant, j'avertis les marques avant de poster. Hein, je leur dis attention, vous allez recevoir une vague de haine. Et ça arrive que des marques disent ouh là là, non, mais c'est pas contre toi, mais voilà, la marque a pris peur. Enfin, c'est l'agence qui me dit ça. Et des fois, les agences disent bah écoutez, voilà, on préfère retirer. T'as dû l'avoir. Des gens qui voulaient pas s'associer à toi, des marques qui voulaient pas s'associer à toi, en disant oui, mais bon, vous comprenez, derrière, on a peur de recevoir des messages. Mais dans un sens, c'est dégueulasse. Parce que t'avais rien fait. T'avais rien fait. Et tu te disais, punaise, mais les gens me lâchent. Les gens
ne me font pas confiance parce qu'il y a des abrutis qui lancent des rumeurs sur moi alors que je n'ai rien fait. C'est injuste. C'est injuste. Effectivement, elle a perdu plusieurs contrats à cause de ces haters, de ce harcèlement. Et encore, il y a 3 semaines, on m'a transmis un message qui a été envoyé à sa salle de sport, avec laquelle elle avait entre guillemets un partenariat, c'est-à-dire qu'il lui avait offert son abonnement et puis elle faisait des stories quand elle y allait, qui a reçu un message. Oui, finalement, toutes ces accusations, toutes ces rumeurs se répercutent directement, et j'en sais quelque chose pour avoir vécu la même chose, hein, sur effectivement le travail, sur la vraie vie pour le coup. On sort du contexte et du cadre d'Internet, ça se répercute sur la vraie vie. Et je parlais justement des amis, des influenceuses mamans qui avaient un petit peu coupé les ponts avec Maëva. J'ai moi-même été confronté à une vague récemment, hein, avant le drame, il y a quelques semaines, puisque j'avais indiqué sur Twitter que j'étais en contact avec Maëva, que je la conseillais, je la guidais dans l'épreuve qu'elle traversait. Je m'étais fait, on peut le dire, harceler pendant 3-4 jours avec des dizaines et des dizaines de messages m'insultant parce que je parlais à Maëva. Donc c'est hallucinant parce que c'est un raid numérique qui va jusqu'à persécuter toute personne qui l'aidait. Ah mais tout à fait, c'est un engrenage c'est quelque chose qui a pris l'intégralité de nos vies en fait. Que ce soit personnel, professionnel, surtout pour Maëva, familiale, quotidienne, tout était impacté, tout. Il y a pas si longtemps que ça, finalement, je pense que ça remonte à plusieurs mois, Maëva m'avait parlé d'un compte Twitter qui la harcelait avec plus d'un millier, enfin 1200 tweets, où elle était dessus, donc diffamée, harcelée, critiquée en permanence. Elle m'avait expliqué qu'une taupe avait intégré donc ce compte Twitter et lui avait ensuite tout balancé. Il semblerait aujourd'hui qu'il y ait des soupçons autour de son ancien compagnon qui alimentait donc ce Twitter. Tout à fait, oui. J'ai en ma possession, je vais dire l'intégralité ou la quasi-intégralité de ces quelques 1200 tweets qui ont été publiés en un petit peu plus d'1 mois cet été. Aujourd'hui, je n'affirmerai pas, puisque une enquête est en cours. Donc ça, c'est à l'enquête de déterminer qui était réellement derrière ce compte. Il y a des soupçons qui sont extrêmement importants, qui se portent effectivement sur lui, sachant que des miniatures de vlog étaient publiées en avance, avant même que le vlog soit publié sur YouTube. Il y a des photos qui ont été publiées par ce compte, des photos de la personne qui était derrière ce compte. Il y a des informations extrêmement privées qui étaient communiquées. Je veux dire, quasiment l'intégralité de ces tweets étaient des insultes, de la diffamation, du dénigrement, du harcèlement. Je pense que quand on en vient à faire un document Word de 2 pages sur les supposées conquêtes de son ex-femme. Ah oui, il y a ce document qui a circulé, mais elle avait envoyé avec la liste des garçons qu'elle avait fréquentés. C'est ça. Et on ne parle pas de fréquentation sexuelle, on parle de ces fréquentations depuis la maternelle, quoi. À un moment donné, Non, mais c'est quelque chose que je ne comprends non. toujours pas aujourd'hui. Moi non plus. À quel moment on peut venir se dire je vais mettre ça sur Internet. Il a fait plus de 1000 tweets depuis juillet que pour me cracher dessus sur moi, mon conjoint,
des amis qu'on avait en commun qui sont maintenant avec moi, etc. Et que de la haine, de la divulgation de conversations privées entre lui et moi, divulgation de la vie privée tout court, de mensonges, de diffamation, d'insultes. Enfin, il y a plusieurs fois des putes qui sont sorties me concernant. Il a fait une biographie sexuelle de ma vie depuis ma naissance. Non mais un malade. En fait, il y avait une taupe dans son compte Twitter où il faisait les tweets à une vingtaine de personnes. Il y avait une taupe qui en fait était là pour récupérer toutes les captures écran et qui m'envoyait tout au fur et à mesure. C'est de la persécution, c'est du harcèlement, c'est une obsession envers moi, c'est affreux. Et là, c'est déballé sur la place publique. Les gens constatent déjà que depuis 1 an et demi, ils me persécutent sur les réseaux sociaux, mais c'est public. Il semblerait que la dernière chose en date qui ait agacé son ex-compagnon soit le reportage que Maëva avait fait pour 7 à 8. Encore une fois, hein, je me base sur ce qu'elle me disait. Elle m'avait confié que depuis qu'elle avait accepté donc, de témoigner dans 7 à 8 autour du fait que, de base, le sujet de 7 à 8, c'était qu'elle ne voulait plus montrer ses enfants en tant qu'influenceuse maman. Puis finalement, le sujet a un petit peu dévié sur le harcèlement qu'elle subissait. Elle m'a confié, après avoir tourné ce reportage de 7 à 8, qu'elle avait subi à nouveau du harcèlement, une nouvelle vague de haine, quelques menaces, a priori, dans des lives Twitch. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, après qu'elle ait accepté de participer à cette émission? Tout d'abord, elle avait expliqué à ses abonnés, à son audience, qu'elle faisait un tournage pour la télévision, sans préciser pour quelle chaîne, ni pour quelle émission. Cette interview ayant dérivé sur le harcèlement qu'elle subissait, ouais. Le journaliste qui a fait son métier, qui a proposé donc à ce moment-là à son ex-compagnon un droit de réponse. Ouais. Donc ça, je le dis puisque c'est lui qui a publié sur Instagram un mail qu'il avait reçu de ce journaliste et qui expliquait ne pas vouloir y donner suite. Mais dans un live Twitch, pour lequel on nous a envoyé certaines captures vidéo, effectivement, je pense que ça s'apparente à des menaces. On a un ex-compagnon qui est énervé, qui explique que, en gros, ce reportage a intérêt à ne pas faire trop de bruit, sinon les chiens qu'il tient, donc ça c'est ses mots, les chiens qu'il tient en laisse, entre guillemets, il explique que c'est lui qui retient les chaînes, il les lâchera. Donc on est clairement, pour moi, dans des menaces. Qu'elle va d'ailleurs très mal vivre. Oui. C'est, je pense, un petit peu la goutte d'eau, ça. Je pense que des gouttes d'eau, il y en a eu énormément. À un moment, elle pouvait être aussi forte que possible, que ce qu'elle l'a été jusque-là. Pour moi, elle voit pas d'issue favorable à ça. Ça énervera certaines personnes, rien que le fait qu'elle puisse être heureuse, avancer, ça remettait de l'huile sur le feu. J'ai l'impression qu'elle n'avait pas le droit. Elle avait simplement pas le droit au bonheur. Aujourd'hui, en live, il m'a menacé. Voilà. Il l'a déjà fait dans le passé, mais là, c'est récent, quoi. C'est aujourd'hui. Par rapport à l'émission 7 à 8, il a dit que j'avais pas intérêt à avoir parlé de lui, sinon j'allais le payer très cher, que ça allait chier, mais chier. Et qu'en gros, voilà, c'est des menaces. J'ai contacté tout de suite l'avocat et je lui ai dit, vous rajoutez ça sur la plainte. Ça vire à l'obsession, hein. Donc là, il y a des gens qui commencent à m'écrire, qui sont inquiets, qui s'en prennent à moi physiquement, surtout avec les menaces d'aujourd'hui. Est-ce que ce contexte anxiogène, donc de harcèlement, d'accusation, a pu créer dans votre couple des conflits, des ruptures? J'imagine que oui. Je vais pas le cacher, oui. On était tous les deux en train de perdre pied, d'où le fait d'être allé voir un psychologue. On a pu avoir de ce fait des tensions dans notre couple, et dont une qui est allée effectivement jusqu'à
une rupture que Maëva avait annoncée sur ses réseaux. Pour être honnête, cette rupture n'a pas duré très longtemps, moins de 48 heures. C'est à ce moment-là que Maëva a pris la décision de ne plus parler de moi, de ne plus rien expliquer, de ne pas dire que nous nous étions remis ensemble. Elle me l'a dit tel que. Elle m'a dit, autant en profiter, ça te mettra un petit peu à l'écart, ça te protégera. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens qui ont contribué à pousser à bout Maëva, à ces gens qui, quels qu'ils soient, ont lancé des rumeurs ignobles, bref, qui ont conduit à sa mort? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là sur Internet? J'ai juste envie de leur dire arrêtez, réfléchissez. C'est facile de taper des mots sur un clavier. Est-ce que ces mots, vous les auriez face à la personne en chair et en os? Est-ce que vous iriez lui mettre ses coups? Quand je vois qu'on peut dire aujourd'hui que si elle était faible, c'était à elle de quitter les réseaux, oui. ou de ne pas lire ça, ou d'arrêter tout ça. C'est qu'on n'a encore rien compris, quoi. Mais c'est qu'on n'a rien compris. Parce qu'aujourd'hui, c'est donner raison aux harceleurs. Vous allez être harcelé à l'école. Est-ce qu'on va vous dire arrêtez l'école? Vous allez être harcelé au travail. Est-ce qu'on va vous dire demander une mutation, changer de région, changer de travail, arrêter de travailler? Non. Alors pourquoi aujourd'hui c'était à elle d'arrêter ses réseaux, d'arrêter son travail? Je le répéterai jamais assez, les mots aujourd'hui sur les réseaux sociaux tuent. Avec ce drame, j'ai l'impression que certains n'ont toujours pas compris. Moi vraiment, c'est ce que j'ai dit pour le cas de Maëva qui m'a beaucoup touché, parce que voilà, encore une fois, j'étais en quelque sorte un petit peu attaché à elle. Enfin, je la trouvais touchante, on parlait beaucoup. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour l'aider. J'aurais aimé qu'on ait le temps de faire cette interview, puis finalement voilà. Mais pour moi, c'est un homicide des temps modernes ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez tuer les gens, donc faites vraiment attention à ce que vous publiez, à ce que vous relayez, parce que ça, c'est important aussi, ce que vous relayez. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Je voulais également dire à l'ex-compagnon de Maëva que, bien évidemment, je suis disposé, s'il le souhaite, à lui accorder un droit de réponse et à lui poser des questions de la même manière que je l'ai fait avec vous, Romain. Voilà, je lui ai envoyé un message. À ce jour, je n'ai pas encore reçu de réponse. Je tenais à le préciser. Pour conclure, Romain, ça va être une question peut-être un petit peu particulière, mais qui, je pense, finalement est importante parce que Maëva, effectivement, n'est plus là, mais elle le sera tout de même toujours. Si vous pouviez lui dire quelque chose, je crois que vous avez une expérience en plus assez particulière ces derniers jours. Vous avez senti son parfum. C'est ça, ouais. Donc elle est là. Et elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Dans ce que je suis aussi aujourd'hui. Parce que quand on rencontre des gens, quand on vit avec eux, on change, on évolue. Et je suis là aussi avec elle pour ce combat-là. Elle restera toujours dans mon cœur. Et je pense qu'elle le savait. Et elle savait ce qu'on représentait l'un pour l'autre et que je l'ai vraiment sincèrement aimé. Merci Romain pour ce témoignage. Vous allez continuer à porter de toute façon cette plainte, son combat. Et justement, donc, je voudrais à présent donner la parole à votre avocat pour qu'il nous explique où ça en est. D'accord. On vous souhaite en tout cas plein de courage et puis merci d'avoir continué à faire vivre la mémoire de Maëva. Merci à vous pour ce combat aussi. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'accepter de nous en dire plus sur les procédures en cours. Aujourd'hui, concernant ce drame autour de Mavachou, Maëva, quelles sont les plaintes en cours actuellement? Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte.
Mavachou, lorsqu'elle m'a saisi, avait personnellement déposé 5 plaintes. Alors, pour des motifs divers et variés, harcèlement, menaces, atteinte à la vie privée, diffamation. Donc tout ça était déjà déposé. Mais elle ne voyait rien arriver. Ouais. Donc elle m'a saisi et elle m'a demandé de déposer une plainte, cette fois-ci globale, visant tous les faits dont elle était victime. Ce que j'ai fait. Cette plainte a malheureusement été décédée, vous voyez, le calendrier a été déposé, c'est le hasard du calendrier, malheureusement le jour de son décès, puisqu'elle avait encore voulu modifier le 16 décembre, et rajouter des éléments, parce que ça ne s'arrêtait jamais. Donc à chaque fois que je lui envoyais un projet de plainte, elle voulait rajouter les derniers messages. La plainte a été déposée. Ce que je peux vous dire, c'est que le parquet d'Épinal, qui a été saisi par ma plainte, a décidé de regrouper toutes les plaintes. Tout a été regroupé et confié à un service enquêteur. Aujourd'hui, qui est visé par ces plaintes? Les choses sont assez simples et claires. Nous avons visé, dans ma plainte, j'ai visé Adrien, son ex-mari, le père des enfants, a été visé nommément dans la plainte, ainsi que toute personne qui, de quelque manière que ce soit, ont participé à ce cyberharcèlement. Il faut que le gouvernement impose à tous ces mastodontes du net d'avoir à donner aux autorités judiciaires les adresses IP permettant d'identifier les gens. Il faut que ces personnes comprennent qu'à chaque fois qu'ils font les abrutis à taper un message injurieux, eh bien à chaque fois ils giflent quelqu'un. Tout le monde sait que c'est interdit de gifler ou de mettre un coup de poing à quelqu'un. Tout le monde le sait. Eh bien c'est la même chose lorsqu'on envoie un message. C'est exactement identique. Il faut que les gens le comprennent. Et pour qu'ils le comprennent, il faut que les enquêteurs aient les outils pour les poursuivre. Et il faut que la justice condamne plus fermement, comme quand quelqu'un met un coup de poing. Quand quelqu'un frappe une personne dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le condamne. Comment vous avez réagi en apprenant le décès de Mavachou? Est-ce que vous aviez imaginé une seule seconde qu'on en arriverait à une horreur pareille dans ce dossier? Chacun réagit différemment dans ce type de circonstances. Moi, je l'avais reçue, je me suis entretenu avec elle téléphoniquement à plusieurs reprises. On a modifié la plainte parce qu'encore une fois, elle recevait des messages récurrents, tous les jours. Elle n'en pouvait plus, enfin, je veux dire, ça, c'est un... Mais elle avait de l'espoir dans la plainte, pourtant. Elle avait de l'espoir sur la procédure que nous étions en train de mettre en route, mais je pense qu'elle a... que tous les coups de poing, tout ce qu'elle a reçu ont été plus forts que son espoir. Et je vais vous dire, il faut être transparent, il y a aussi à un moment donné une remise en cause. C'est-à-dire que quand on vous apprend le décès d'une cliente, vous vous dites j'ai loupé quelque chose. À quel moment je me suis planté? Est-ce que j'aurais pas dû la recevoir une fois de plus? Est-ce que j'aurais pas dû lui remonter le moral une fois de plus? Est-ce que j'aurais pas dû aller plus vite? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû arrêter la plainte avant et la déposer plus tôt? Est-ce que j'aurais pas dû lui dire arrêtez d'en rajouter? On y va, en l'état. Donc il y a une remise en cause, et on est tous tout petits à côté d'un geste comme celui-ci. Aujourd'hui, quand il y a des plaintes comme ça d'une personne qui malheureusement n'est plus là, comment obtient-elle gain de cause? Est-ce que les poursuites continuent, bien évidemment, mais en tout cas, la victime n'est plus là? Alors, ça a été mon premier réflexe. Au cas d'espèce, c'est pas très compliqué, puisque la plainte avait été déposée au nom de 2 personnes. Au nom de Maëva et au nom de Romain. Son compagnon actuel. Son compagnon actuel. Romain va continuer à porter cette plainte, parce que je crois qu'on lui doit. Et puis, si un procès intervient, Maëva a 4 enfants. Ces enfants pourront se faire représenter, évidemment pas par leur père, mais par le président du conseil départemental, qui pourra se constituer partie civile en leur nom lorsqu'un procès interviendra. Où en est cette procédure actuellement? Est-ce que ça avance? Ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que des auditions sont en cours, que des réquisitions sont en cours. Donc, je crois que le parquet a pris la mesure de ce dossier. En tous les cas, je le lui ai demandé. Et je lui ai demandé de mettre tous les moyens, humains et matériels, à sa disposition pour que nous arrivions à un procès, non pas exemplaire, mais un vrai procès. Merci maître pour ces précisions. Et moi, je rappelle que je me tiens bien sûr à la disposition de la justice pour transmettre les bandes audio que Maëva m'a envoyées pendant de nombreux mois et qui contiennent, j'en suis sûr, pas mal d'éléments, j'imagine, utiles à l'enquête.